Bonjour, salut à tous. Alors, on est là à la librairie, on est ici à la librairie Carigno et on a la joie d'avoir Laura Alcoa avec nous ce matin. Merci. Laura d'être venue enfin. On peut te recevoir dans cette petite librairie de Belleville. Super librairie, il faut venir, rue du Chalet. Merci. J'espère que ça deviendra une grande librairie. Il y en a, je pense, certains qui les connaissent. En tout cas, on est là aujourd'hui pour la présentation de la version française de Las Malas ou Les Vilaines de Camila Sosa Villada. On est très content de pouvoir faire cet événement. Malheureusement, on ne peut pas les faire en live avec tout le monde. Ça aurait été vraiment ce qu'on aurait bien aimé faire. Et donc, on se rabat sur ces nouvelles outils, technologies. Donc, voilà, on est en live. Il est jeudi matin. Oh là. Et ça va être diffusé ce soir. Donc, on s'élance. Alors, je ne sais pas si tout le monde a déjà découvert ces romans. Pour moi, ça a été vraiment une des lectures les plus émouvantes de l'année dernière, 2020. Ça a été vraiment un roman, un des romans les mieux vendus en Argentine en 2020, et il est vraiment dans les top 3. Et il vient de sortir dans sa version française par Métaillé, vous le voyez là, il y a quelques jours, il y a une semaine. Une semaine, exactement. Et donc, Laura, toi, tu es romancière et traductrice, tu es d'origine argentine ou franco-argentine. Oui, d'origine argentine, enfin oui, les deux. Et j'écris en français, je traduis de l'espagnol vers le français. J'avais déjà traduit quelques livres pour Anne-Marie Métellier, de Selva Almada, d'une romancière argentine très intéressante aussi. Et donc, quand elle m'a proposé ce livre, moi, j'avais déjà entendu parler de Camila Sosa Villada, parce que c'est un livre qui a été un événement en Argentine en 2019 immédiatement. Donc, je l'avais entendu parler par des amis écrivains et j'avais vu passer des choses sur les réseaux sociaux, mais je ne l'avais pas lu. Et dès que j'ai appris que j'avais la possibilité de le traduire pour Métellier, bien sûr, j'ai dit oui. Et ça a été une expérience extrêmement forte. C'est de ça que je voudrais qu'on parle, parce que c'est vrai que c'est une grande responsabilité, en même temps une joie. En effet, tu as traduit pas mal de l'ouvrage de Selva Almada. On va peut-être en parler de tout ça, laisser quelques questions venir. On a peu de temps, donc on s'est fixé une petite rencontre de 45 minutes en espérant que peut-être les choses deviennent plus faciles et que Camila un jour puisse venir en France et faire une vraie présentation. Mais entre-temps, on est là ensemble un peu pour vous donner envie et pour vous inciter à l'acheter, à les découvrir en français comme en espagnol. Mais peut-être qu'on va inclure dans notre discussion la présentation de Camila. Camila, donc, c'est une romancière née en 1982, si je ne me trompe pas. J'espère que je ne fais pas d'impair, à La Falda en Argentine, à Cordoba. Et elle est actrice, elle est chanteuse, elle est... voilà, elle est une personnage d'aujourd'hui, si on peut dire. Mais elle avait aussi un blog, et dans ce blog, elle s'est révélée vraiment dans l'écriture. Donc, parce que cette image peut-être de dire, voilà, elle est chanteuse, ça, c'est vrai. Et elle était déjà connue comme comédienne essentiellement. Et sur scène, elle disait ses propres textes. Donc, elle était aussi dramaturge. Elle est dramaturge aussi, auteure de théâtre. Et c'est sur son blog qu'elle a commencé à travailler l'écriture. Donc, c'est un premier roman, mais un premier roman d'une maîtrise incroyable et absolument époustouflant. Mais il faut savoir donc qu'elle avait derrière elle ce travail d'écriture depuis des années. En fait. C'est ce que je voulais en venir. En effet, tu l'as dit, c'est une romancière aujourd'hui confirmée sur son premier roman, mais là aussi fait de la poésie. La Novia de Sandro, ça a été sa première publication des poésies, si on peut dire. Et elle a écrit ses propres
voilà, pièces de théâtre qu'elle a après jouées. Donc, est-ce qu'on peut peut-être partager avec vous la petite capsule des présentations que Camilla a fait pour nous et pour son éditrice française? Hola, soy Camila Sosa Villada, soy la culpable de las malas. Las malas es un libro que escribí entre el 2017 y el 2018. El primer acercamiento que tuve con el libro fue a través del teatro. Yo estaba actuando y dirigiendo una obra que se llamó El cabaret de la difunta Correa, y el personaje que cerraba la obra era la tía Encarna, que contaba cómo se había encontrado un niño en el Parque Sarmiento, una noche que se estaba prostituyendo. Y luego yo seguí escribiendo la historia, que finalmente es la historia de la tía Encarna y el brillo de los ojos, que es el niño que ella se encuentra una noche en este parque donde las prostitutas travestis van a hacer su ronda, y se lo lleva a vivir con ella, decide adoptarlo como si fuera su hijo. Y la presencia de ese niño modifica el estar de todas sus amigas, todas las otras travestis que conviven con ella o que son amigas de ella. Y también es un intento de canto, si se quiere, al travestismo, a cómo yo viví mi propio travestismo, cómo sentí que se lo tomaban mis padres, cómo sentí que se lo tomaba el pueblo de donde yo era, y la absoluta admiración con la que yo vi a esas mujeres travestis escapar de la policía, treparse a los árboles para no ser vistas, o tirarse bajo los autos estacionados para que no las llevaran presas. Fueron mis maestras, y a pesar de que el libro fue escrito entre el 2017 y el 2018, es un libro que comenzó a escribirse desde el día que nací. C'est super. Ouais, c'est super. Voilà. Alors, voilà, ma première question, tu en as un peu déjà répondu, c'est qu'est-ce que ça t'a fait, cette rencontre avec l'œuvre de Camilla, avec Las Malas ou les Vilaines? C'est très fort parce qu'elle a une vraie écriture, c'est-à-dire que, bon, on a vu, donc elle est trans, et donc il y a cette dimension de témoignage dans le livre et documentaire, mais beaucoup plus que ça, parce que c'est très beau ce qu'elle dit quand elle dit c'est un chant, parce qu'il y a aussi des moments d'une grande poésie, des moments où le texte fonctionne autrement, où il y a des images, des métaphores, des allégories, il y a du merveilleux aussi, mais le merveilleux ne s'installe pas, ce sont comme des moments. C'est étonnant comme livre d'avoir réussi cette rencontre entre documentaire et une réalité très crue, hein, parce qu'il s'agit de raconter aussi cette expérience de la prostitution des trans et la violence dont qu'elles reçoivent en retour. Il y a aussi dans le livre, comme elle dit, c'est très beau ce qu'elle dit, parce qu'en quelques mots, c'est effectivement aussi un récit autobiographique, mais c'est tout ça en même temps, la découverte du fait qu'on n'est pas né dans le bon corps, et pouvoir le dire dans un milieu où ce n'était pas évident du tout, parce qu'elle vient d'un milieu extrêmement populaire, où déjà, et puis très traditionnel pour les valeurs, autour de la sexualité, donc où déjà l'homosexualité était impensable pour les parents, pour le père surtout, mais alors encore plus la transsexualité. Donc c'est tout ça en même temps. Comment elle a réussi à... Parce qu'on a plusieurs livres en un. Mais c'est ça, c'est que c'est un livre relativement court. Oui. Et il y a tout dedans. Ouais. Donc on est d'accord que les premières approches, il est très émotif. Il y en a un peu beaucoup. Oui.
Et après, tu as dû passer à cette responsabilité de la traduction, où là, il faut plutôt poser les choses et il faut réussir à transvaser ça dans une autre langue. Est-ce que ça a été pour toi un gros défi, plus dur, moins dur que d'autres que... Tu en as traduit déjà pas mal. Oui, j'ai traduit d'autres livres, mais non, c'était être à la hauteur de ce livre-là et de cette écriture qui est donc qui peut passer par moment du côté de l'écriture autobiographique assez sur cette question de l'intime qui est des choses qui sont exprimées, moi que je n'avais jamais lu exprimées de cette manière. Enfin, oui, parce qu'il y a une première personne, il y a un peu ces récits qu'on entend comme un récit personnel, a vécu. Elle dit que l'écriture passe par son corps. Oui. Donc, en effet, il y a un truc... L'écriture passe par son corps, elle le dit très bien. Donc, l'enfant qui découvre voilà, que son corps ne correspond pas exactement à ce qu'il éprouve, c'est dit de manière très forte avec avec une grande maîtrise littéraire. Il y a donc cette dimension-là. Par ailleurs, l'aspect, je dirais, documentaire sur réel, extrêmement violent, dans lequel on est sur la réalité de la prostitution dans cette situation-là, enfin, surtout pour des trans. Donc, il y a aussi toute la dimension de la sororité, la solidarité entre ces femmes différentes et exclues et qui reçoivent collectivement une grande violence de la part de leurs clients parce qu'elles sont à la fois désirées et rejetées. Et puis, des moments de grâce totale. Donc, arriver à trouver, à danser comme ça, parce qu'il faut, stylistiquement, elle danse. Hein, je veux dire. Oui. Elle arrive à passer d'un registre à un autre sans... on n'a pas besoin d'explications, on n'a pas besoin voilà, ça se passe naturellement. C'est la grâce de ce livre, d'être tout ça en même temps. Absolument. Il y a du merveilleux, donc par moments, qui peut évoquer un peu une certaine littérature latino-américaine, mais bon, c'est pas du tout du réalisme magique, c'est autre chose. Ce sont des parenthèses où cette situation si marginale et complexe se dit par la poésie, mais c'est intégré dans le livre. C'est en effet ça qu'en tant que lecteur, on trouve merveilleux. Ouais. C'est comment les récits peuvent glisser d'une extrême violence avec une image, en fait. La littérature nous crée une image et une situation qui devient très violente. Et là, tout d'un coup, il y a la poésie qui s'émêle et qui donne des respirations, c'est qu'on peut continuer avec la lecture, non? Oui, voilà, il y a par exemple un personnage qui est Maria la Muda, Maria la Muette, donc bon, avec tout ce que ça peut, tous les échos, toutes les significations qu'il y a derrière, voilà, c'est une femme trans muette et qui se transforme au fil du livre en oiseau, voilà, mais... voilà, ça, c'est un fil poétique d'une beauté vraiment totale. Et c'est jamais pesant, je sais pas, c'est vraiment elle a réussi quelque chose de très rare en littérature. C'est vraiment très, très surprenant. Et c'est un premier roman, mais un premier roman qui révèle un auteur accompli. C'est sûr qu'on attend d'autres et avec impatience et on attend de la retrouver sur d'autres récits. Mais en effet, tu as parlé de pas mal d'éléments qui nous touchent. Il y a toute une série de personnages très symboliques et qui accompagnent ces personnages principaux, celui de Camila, dans cette parenthèse, parce que c'est une période de sa vie, elle est toute jeune, elle se prostitue, elle s'affirme en tant que trans, mais il y a, comme tu as dit, une sororité, alors comment tu l'as traduit en français? Il y a une meute, un groupe
d'appartenance qui la soutient, qui la initie, qui l'aide. Et il y a ces décors du parc, là où elles sont, les trans et les prostituées, qui donnent un cadre. La nuit. Tant qu'il n'est pas éclairé, quand vient la lumière de la ville et quand il y a une sorte d'urbanisation un peu agressive, elles sont rejetées. Elles ne peuvent être là que parce que tout se passe dans les ténèbres, dans l'ombre. Et donc, c'est là aussi un symbolisme important parce qu'il y a aussi une lutte. Et ça, on a envie de les transmettre, c'est-à-dire que les trans en Argentine, il y a 10-20 ans, étaient condamnés à l'obscurité, à la nuit, au côté vraiment très, très alternatif dans les meilleurs des cas, mais dans la violence aussi dans les pires des cas. Et donc, dans ce cadre du parc, elle le dit très bien, on allume les lumières pour les faire fuir. Oui, elle dit comme les cafards, comme les cafards dans une cuisine. Il y a des images d'une grande violence, parce qu'elle dit, j'ai l'impression qu'on était comme les cafards dans une cuisine. À partir du moment où on a allumé la lumière, on a dû partir fuir en courant. Et en même temps, ce qui est très beau, et très fort, et politiquement très fort aussi, ce qu'elle dit et ce qu'elle montre, elle le démontre pratiquement, c'est que la société a besoin de ces personnes qu'elle rejette, mais qu'il y a quelque chose qui se passe là, qui s'exprime là, dont la société a besoin. Donc, c'est à la fois le désir et le rejet, que moi, je n'avais jamais lu exprimé de cette manière. C'est un roman d'une puissance rare. Et je crois qu'elle dit des choses très actuelles, et très, qui bousculent, avec une évidence, une facilité étonnante. Mais c'est un roman aussi extrêmement politique, bien sûr. On est d'accord. Et tu l'as dit très bien, et c'est ça qu'on a envie aussi de porter, parce que c'est un changement, c'est une révolution. Elle porte une voix ultra importante pour tous, pour nous aussi, pour regarder les choses différemment. Et en effet, il y a donc, on a dit, cette première personne, ces cadres du parc, il y a les personnages secondaires, et il y a la tia Encarna, la tante Encarna, qui est un âge, hélas, je fais 178 ans, c'est déjà un âge biblique. Comme donc, oui, le livre commence cette figure féminine, maternelle, et en même temps, qui concentre toute la sagesse d'une vieille trans qui connaît les mondes et ses difficultés, non? Oui, elle est à la fois le modèle, la mère, l'espèce de déesse tutélaire pratiquement, et elle, elle a un savoir qui vient de très loin, qui a à voir avec le corps, la différence, le genre, le désir. Elle a une sorte de sagesse, mais en même temps, c'est elle donc qui va adopter un enfant abandonné dans le parc. Le livre commence comme ça, par cette adoption. Et bon, je ne révélerai pas la fin, mais disons que ça ne se passe pas de manière simple, loin de là. Cette maternité n'est pas acceptée, en fait. C'est encore une transgression, c'est-à-dire que adopter cet enfant, c'est dans les débuts du livre, elle les nomme l'éclat des yeux. Oui. Donc, c'est déjà un truc, c'est encore une transgression, c'est-à-dire qu'on ne lui donne pas un prénom, Pablo, Nicolas, c'est l'éclat des yeux. Et cet enfant va transformer quand même les groupes et les cours des choses. C'est vrai que c'est un peu dans cette adoption que je pense Camilla s'appuie pour ces climax dramaturgiques, non? Presque, oui. je ne sais pas. L'enfant va les souder, elles vont
découvrir un type de relation qu'elles n'avaient pas. Elles vont toutes être un peu les mères de cet enfant avec Tante Encarna. Et en même temps, il y a quelque chose qui est socialement impossible. Et donc, c'est la tragédie qui va se dessiner autour de cette maternité qui est portée par un amour immense. Tante Encarna éclat des yeux, s'aime. C'est un amour infini. Et en même temps, il y a un tel rejet, c'est une situation tellement impossible socialement pour les autres qu'il y a disons, un fil tragique qui va en plus se dessiner dans le livre autour de cette adoption. Dans ces devenirs, il y a aussi les amis, tous ces personnages qui deviennent amis et qui parlent de la tragédie aussi réelle des trans, des agressions, des morts, des maladies qui les attaquent et qui vont être racontées une à une, chacune comme une perte, non? Oui. Et aussi un miroir. C'est là qu'on prend conscience d'une réalité des choses au niveau social, au niveau du pays et de ces groupes qui nous révèlent voilà, une réalité dure. Oui, il y a aussi une des femmes qui se prostitue dans le Parque Sarmiento qui va mourir du sida. Et bon, voilà, donc il y a différents fils qui sont tirés à partir de ce groupe avec cette plongée dans l'enfance du personnage principal, de Camille, elle retrace la découverte de sa différence. C'est tout ça, c'est un livre magique. Oui, non, c'est vrai que là, on est consciente d'en donner peut-être beaucoup d'éléments, mais on peut inciter tout le monde à les découvrir parce que c'est une maîtrise vraiment extraordinaire de la langue et de l'émotion que ça provoque la littérature. Elle s'inscrit aussi dans un devenir, non, dont tu fais partie aussi peut-être d'une certaine façon de la littérature en genre féminin en Amérique latine. Oui. Et puis, il y a ses côtés, elle vient de Córdoba, donc ce n'est pas une littérature centralisée de Buenos Aires, il y a beaucoup d'autres autrices. Et c'est quelque chose qu'elle a en commun avec Selva Almada. C'est vrai que pendant très longtemps, la littérature argentine était une littérature porteña de Buenos Aires. Exactement. Et là, il y a des voix différentes qui viennent de ce qu'on appelle l'interior, comme on dit en Argentine, l'intérieur du pays, d'autres lieux, et qui sont très, très singulières et vraiment qui ouvrent des voies nouvelles. Ça apporte une richesse immense et que nous, on a plaisir à découvrir. Bien, est-ce qu'on a peut-être quelques questions? Je ne sais pas très bien. Nous avons, comme je disais, sollicité certains de nos lecteurs et clients qui avaient lu ou découvert déjà Las Malas et pour qu'ils viennent nous nourrir un peu les débats et participer. Oui, parce que le bouche à oreille a marché très tôt. Hein. C'est avant que le livre soit traduit, beaucoup de gens en ont entendu parler en raison de ce qui s'était passé en Argentine. Bon, elle a reçu il y a peu en plus le Premio Sor Juana, qui est un grand prix littéraire, mais ça c'est un prix qu'elle a reçu en 2020. Mais dès la publication de Las Malas en Argentine, les Vilaines, on savait qu'un livre extraordinaire venait de paraître. Absolument, absolument. Et donc, elle est arrivée dans beaucoup de mains. Et ce qu'on a su aussi, c'est que ça provoque toujours un émerveillement et beaucoup d'interrogations, mais surtout une adhésion très forte. Et on espère que pour les publics français, ça sera pareil. Est-ce qu'on a des questions en ligne? Peut-être? Oui. Alors, on peut peut-être demander à Lou. Lou, est-ce que tu es là? Est-ce que tu nous entends? Oui, je suis là. Cool.
Nous, on t'entend aussi. Ok, je mets la vidéo. Oui, ça sera mieux. Moi, j'avais une question concernant le titre, en fait, la traduction. Comment traduire las malas et avec sa connotation avec les vilaines? Il y a quelque chose là que je me posais la question si c'était toi qui l'avais choisi, c'était un choix de l'éditeur. Ben, c'est toujours les deux. On se met d'accord sur un titre. Donc, les méchantes n'auraient pas. Enfin, pour moi, dans les vilaines, il y a quelque chose. Il y a le reproche que font les autres à une femme, une petite fille, une adolescente voilà, qui est une vilaine. Donc, il y a quelque chose d'à la fois. C'est las malas, et puis il y a disons la tendresse que suscite le fait que on est en empathie avec la personne qualifiée de cette manière-là. Mais bon, on n'est pas arrivé tout de suite au titre. Moi j'avais proposé les vilaines filles d'abord. Et puis, finalement, on est tombé d'accord sur les vilaines. Mais c'est vrai que le titre, c'est toujours voilà, une énorme responsabilité parce que... Oui, une des dernières choses. Et c'est toujours en accord avec l'éditeur. Mais voilà, c'était une proposition que j'ai faite et qui a convaincu. Mais bon. Moi, je pense qu'il ne fallait pas traduire par les méchantes, ça, c'est sûr. Et ça m'invite à une autre question. Est-ce que pendant les processus de traduction, tu as été en contact avec Camilla? Est-ce que tu as dû la solliciter? Ah oui, ça c'est... Est-ce que vous avez travaillé ensemble? Je demande toujours ça et je crois que, enfin, sauf bien sûr si l'auteur est décédé, pour moi, c'est presque une condition. C'est avant de signer chaque contrat de traduction, je demande si l'auteur est d'accord pour répondre à mes questions, parce que sinon, c'est... Et donc, effectivement, j'étais en contact avec Camilla. On a échangé des mails sur pas mal de choses. Bon, globalement, je n'avais pas de problème de compréhension. Il m'est arrivé d'avoir des traductions avec des livres où c'était vraiment essentiel du point de vue lexical. Là, c'était plus des choix de traduction. Bah oui, parce que j'imagine que chaque élément dans un récit tellement complexe et cherché à sa portée. Quand j'avais un doute sur l'intention, en fait, je l'ai consulté. Ouais, pas tellement sur les mots, mais sur l'intention, sur la fin du discours. Oui. Ok. Ben voilà, c'est un travail très collaboratif. Alors, est-ce que Antoine, c'est toi qui es là? Oui, vous m'entendez? Oui. On t'écoute. Parfait. Moi, j'avais une question. Alors, c'est un livre, je suis d'accord avec vous, éminemment politique, parce qu'il fait exister une parole qui est souvent invisibilisée, etc., notamment pour le collectif trans et travesti, et où il y a un enjeu de classe, une minorité. Et je voulais savoir comment est-ce qu'on fait passer, ne serait-ce que par le mot travesti, qui en français, on parle pas du tout de communauté travestie. Comment est-ce qu'on arrive à traduire la langue, l'argot? C'est aussi, parce que la langue trans, pour moi, c'est aussi une manière de défense par rapport au monde. Et comment on arrive à retranscrire ça de l'espagnol, de Rio Platense en plus, en français, qui est, voilà. Ben, là, justement, vous posez la question centrale. Ça, c'était la première question que j'ai posée à Camila, parce que dans le texte espagnol, c'est las travestis. Et moi, je ne voulais pas traduire par les travestis, c'est clair. Donc, je dis, qu'est-ce qu'on fait? Et je lui ai expliqué en plus qu'en français, il n'y a pas... Parce qu'elle voyait la revendication dans le fait qu'elle ne disait pas los travestis, mais las travestis. Mais en français, on perdait ça.
Et du coup, ça devenait, il y avait une connotation de rejet, justement. Et il ne pouvait pas y avoir, et on s'est mis d'accord très vite sur le fait qu'il fallait traduire les trans et pas les travestis. Voilà, par exemple, ça c'était... et là, pour le coup, c'était un choix sur de traduction qui avait un lien avec l'intention, parce que je lui dis, voilà, pourquoi tu as choisi de mettre las travestis? Donc, il m'a dit, parce que l'entorse, ce qui n'est pas attendu, c'est le féminin, justement. Donc, on n'est pas los travestis, mais las, on est des femmes. Mais du coup, il fallait traduire autrement. Voilà. Ça, c'était une question de traduction qui touchait au cœur même de la dimension politique du livre. Merci. Ça te convient, Antoine? Est-ce que tu as d'autres questions? Mais après, oui, l'espagnol rioplatense, c'est vrai que voilà, quand j'avais un doute sur ces questions-là, quand je disais vraiment sur la connotation et l'intention, et quand j'avais un doute par rapport à mon choix en français, je lui expliquais pourquoi, ce qui se présentait à moi comme possibilité, et je voulais être sûre qu'on était en phase. J'espère, je crois, ne pas avoir trahi. Je crois que j'étais en phase avec l'intention. C'est vrai que c'est quelque chose, excuse-moi Antoine, qui nous est déjà revenu par cet petit groupe de lecteurs à qui on a demandé de participer, et notamment Émilie, voilà, c'est une amie qui l'a lu en version française et qui a dit, mais les débuts du livre, j'ai passé mon temps à me demander, les trans, c'est une femme ou un homme, et au bout d'un moment, je ne me suis plus posé la question. Et ça, c'est, je pense, une réussite, parce que d'une certaine façon, ben, on rentre dans cette peau sans plus se poser la question. Il y a un moment, il y a au tout début, autour de l'évocation de l'enfance, justement, il y a des passages au masculin, au féminin, quand on est encore dans ce flottement. Et là, je les ai gardés, bien sûr, c'est important de les garder. Il ne fallait pas unifier. Elle parle au féminin en bout de parcours. Et c'est en espagnol, donc las travestis, mais en français, c'est les trans, mais au féminin, c'est toujours au féminin pour les adjectifs. Là où on peut mettre du féminin, il y a du féminin partout parce que ce sont des femmes. Mais au début, c'est un chemin. Donc au début, il y a cette hésitation. Il y a parfois dans un même paragraphe des moments où elle parle d'elle, enfant, au masculin et puis au féminin. Et ça, j'ai essayé dans la mesure du possible de garder parce que c'est une conquête. La féminité est une conquête. Et donc, quand ce n'est pas gagné, il fallait que dans le texte, on comprenne que voilà, ce n'était pas évident du tout. Il y en a une autre de nos lectrices, Julie, qui m'a fait ça remarquer quand on préparait cet entretien, que dans les discours et dans les romans, il y a des choses qu'on pourrait interpréter comme des conquêtes féminines, au-delà de ce que c'est la dimension trans, qui est aussi une conquête politique, comme on dit, mais qui est la maternité ou pas, l'autorisation à la maternité, l'allaitement, la beauté. Désiré, disparu, non, cette construction de la beauté, il y a énormément de choses, et ça nous conforte. En effet, derrière, il y a eu tout ton travail d'affinement, son travail d'écriture, mais ton travail pour que ça puisse se lire, s'interpréter autant dans l'un que dans l'autre. La traduction, c'est tout un défi, non? Oui. Et bon, là on a des langues qui fonctionnent bien quand même. Je pense qu'il y a des défis de traduction plus importants. Mais là, entre l'espagnol et le français, mais c'est vrai qu'il y a des moments où bon, il fallait trouver des choses. Il y a toute une série de mots autour pour dire justement les trans. Des mots, je crois aussi du jargon, du milieu trans argentin. Il fallait trouver des expressions, des mots, des détours pour dire
cette identité de trans. Et voilà, donc parfois, il a fallu chercher. Oui, c'est ça. Il a fallu un peu se mettre dans la peau ou aller… J'ai même lancé sur Facebook à un moment j'ai dit, voilà, je traduis un livre. Quand j'étais en pleine traduction, où il est question de transsexuels, j'ai besoin de… Avez-vous des idées? Et donc, il y a des gens qui m'ont lancé des mots. J'avais besoin de mots argotiques, d'expressions pour dire cette identité. Et en même temps, voilà, j'avais besoin d'énormément de mots. Et il y en a 2, 3 qui viennent de ces échanges sur les réseaux. Ouais. C'est bien. Alors, est-ce que tu peux activer ton micro, s'il te plaît? Comme ça, tu peux poser ta question directement. Ouais, je suis là. Cool, on t'entend. On t'écoute. Déjà, merci beaucoup. C'est incroyable. Et c'est vrai que d'avoir pu lire ce livre et découvrir ce livre, c'était vraiment une très belle expérience. Donc, merci beaucoup. Alors, moi, ma question, ça va plutôt être autour des émotions et de la traduction. Du coup, peut-être la différence entre le français et l'espagnol par rapport aux émotions. En fait, pardon, je ne suis pas très claire. Donc, c'est un livre qui est d'une force folle. Il lui arrive des choses, mais qu'on ne peut même pas imaginer à cette personne, je pense, quand on n'a pas vécu du coup cette vie de trans dans sa… Enfin voilà, quand on n'est pas dans sa peau. Et je trouve que c'est très… aussi bien dans les choses horribles qui lui arrivent que dans les moments, au contraire, comme on disait, un peu comme vous disiez, de sororité ou de groupe et d'amour entre ces femmes. Je trouve que c'est très détaché en termes d'émotions et avec les mots. Enfin, je trouve et je me demande si c'est pour elle, pour se protéger, du coup, si c'est quelque chose qui est très comment dire, typique du coup d'une personne trans qui, pour se protéger, va pas utiliser un vocabulaire très très fort, peut-être en émotion très enfin, je sais pas si je suis très claire, mais du coup, est-ce que peut-être aussi c'est dans la traduction, parce que je sais qu'en espagnol, il va y avoir beaucoup plus de mots très forts justement pour exprimer toutes les émotions. Vous avez un panel de mots pour exprimer des émotions qu'on a moins en français. Est-ce que ça a été difficile, ça, justement, à jouer sur les émotions à travers la traduction? Disons, je pense ne pas avoir trahi. J'ai essayé dans la mesure du possible. Donc, il n'y a pas de pathos. Je pense que c'est ça qu'on peut dire. Elle ne s'apitoie pas. Il y a des passages très crus. Et je pense que les émotions se disent, mais peut-être pas de manière… et moi, c'est ce que j'aime d'ailleurs beaucoup chez elle et en général en littérature, quand les choses se disent, se suggèrent plus qu'elles ne s'expriment lourdement. Voilà. Il n'y a jamais de lourdeur. On comprend qu'il y a des choses extrêmement violentes. Il y a notamment une scène de viol. Enfin, il y en a plusieurs, mais oui. de viol, d'abus, etc. Oui, c'est à celle-là à laquelle je pensais. Je trouve que c'est incroyable. C'est-à-dire qu'elle raconte ça, mais elle est presque détachée du truc, en fait, quand elle le raconte. Et du coup, c'est… Enfin, oui, on sent que non, bien sûr que non. Mais… Sauf que la violence de la scène en question, c'est aussi qu'elle se voit dans un écran. Les émotions se disent par les situations et les images. Et c'est un roman extrêmement visuel. Je ne sais pas s'il va… Je crois que… il devrait être porté à l'écran. Il me semble avoir lu ça dans la presse argentine. Donc, c'est un roman extrêmement visuel. Mais certaines situations disent les émotions. C'est ça qui est extraordinaire. Si je ne me trompe pas, il y a les passages à l'écriture, la littérature, qui permet peut-être aussi de digérer, non, ou de transformer, ou de raconter différemment des situations d'une grande violence. Mais là, elle ne va pas dire, voilà, je me sentais dépossédée de mon corps, ou je me sentais… Mais d'être incapable de bouger, parce que bon, il y a une scène où elle est droguée et elle émerge à un moment et elle voit que en fait, la scène a été filmée et elle se voit à l'écran. Voilà, ça, c'est d'une violence terrible. Elle en dit beaucoup plus comme ça que si elle avait mis des mots sur
le sentiment de dépossession. Ouais. Et en même temps, merci Anne-Laure. Merci. Et en même temps, j'aimerais bien finir par dire que c'est aussi un roman qui a énormément de couleurs, oui. et énormément de pulsions vitales, oui. qui a une lutte, qui a ces côtés vivants. Ouais. Il y a beaucoup de tendresse. Il y a beaucoup de tendresse, et elle répète, j'espère qu'on ne va pas la trahir, de dire être trans c'est une fête. Et dans ces côtés fêtes, on comprend qu'on se nourrit des beautés, des couleurs, des rires, des musiques. Je ne sais pas, il y a autant cette scène, elle est terriblement brutale, autant je pourrais peut-être raconter une autre, comme c'est Noël qu'elle passe ensemble, et où elle dit, on arrivait à la fête, les sandales à la main, dans un chemin debout. Est-ce qu'on peut s'imaginer ça? Et on sait combien, dans sa réconfort d'être ensemble, elle gagne la partie, où elle continue à s'accrocher, non? Je ne sais pas. Oui, il y a une grande énergie, en fait. Il y a quelque chose de festif, oui. Je crois que la couverture qui a été choisie, l'image en couverture chez Métellier, dit beaucoup de cette rencontre particulière dans le livre. Et oui, à la fois la solidarité, la sororité, et oui, la violence, mais aussi l'énergie, l'amour, la tendresse qui aide à affronter et à revendiquer cette différence. Il faut, pour le faire, il faut bien trouver de l'énergie, et c'est l'amour et la solidarité qui leur permet de conquérir la féminité, de la revendiquer. On va devoir finir rapidement, mais est-ce que tu serais d'accord pour qu'on voit un autre extrait? Bien sûr. Une lecture faite par Camilla des premières pages de son roman. Elle l'a enregistré pour m'étayer, et est-ce qu'on peut peut-être la partager pour finir ça, pour vous montrer déjà un extrait, et après on va aller vers la conclusion. Las malas, todas íbamos a ser reinas, Gabriela Mistral. Es profunda la noche, hiela sobre el parque. Árboles muy antiguos que acaban de perder sus hojas parecen suplicar al cielo algo indescifrable pero vital para la vegetación. Un grupo de travestis hace su ronda, van amparadas por la arboleda. Parecen parte de un mismo organismo, células de un mismo animal. Se mueven así como si fueran manada. Los clientes pasan en sus automóviles, disminuyen la velocidad al ver al grupo y, de entre todas las travestis, eligen a una que llaman con un gesto. La elegida acude al llamado. Así es, noche tras noche. El Parque Sarmiento se encuentra en el corazón de la ciudad, un gran pulmón verde con un zoológico y un parque de diversiones. Por las noches se torna salvaje. Las travestis esperan bajo las ramas o delante de los automóviles, pasean su hechizo por la boca del lobo frente a la estatua del Dante, la histórica estatua que da nombre a esa avenida. Las travestis trepan cada noche desde ese infierno del que nadie escribe para devolver la primavera al mundo. Con este grupo de travestis también está una embarazada, la única mujer nacida entre todas. Las demás, las travestis, se han transformado a sí mismas para hacerlo. En la comarca de travestis del parque, ella es la diferente. Esa mujer embarazada que repite desde siempre el mismo chiste, tomar por sorpresa la entrepierna de las travestis. Ahora mismo lo hace y todas ríen a carcajadas. El frío no detiene la caravana de travestis. Una petaca de whisky va de mano en mano, papeles de cocaína visitan una a una todas las narices, algunas
enormes y naturales, otras pequeñas y operadas. Lo que la naturaleza no te da, el infierno te lo presta. Hay en ese parque, contiguo al centro de la ciudad, el cuerpo de las travestis toma prestado del infierno la sustancia de su hechizo. La tía Encarna participa del aquelarre con un entusiasmo feroz. Está exultante después de la merca. Se sabe eterna, se sabe invulnerable como un antiguo ídolo de piedra, pero algo que viene de la noche y del frío convoca su atención, la separa de sus amigas. Desde la espesura algo la llama. Entre las risas y el whisky que viene y que va de una boca pintada a otra, entre los bocinazos de los que pasan buscando un turno de felicidad con las travestis, la tía Encarna distingue un sonido de otra procedencia emitido por algo o alguien que no es como el resto de las personas que aquí vemos. Je pense que c'est une bonne façon de la laisser finir avec voilà, sa beauté du geste, parce qu'elle a aussi une présence avec ce qu'elle dit, voilà, ses débuts, qui nous annoncent tous les restes, on a déjà parlé. Et merci. Merci beaucoup. Laura, c'est vraiment une joie de te recevoir. Je pense qu'on aurait... pour discuter longuement, mais on va laisser tout le monde découvrir les vilaines, las malas. Oui. On vous les recommande vraiment vivement et on espère que Camila pourra nous rejoindre cette année si tout va bien. Gracias a todos.